Bonjour à tous, je suis Yasmine Fleureau et vous écoutez le podcast Un mot sur mes mots de l'errance au diagnostic. Vous entendrez des témoignages de personnes ayant pour point commun d'avoir vécu une errance médicale. Je souhaitais vous expliquer les raisons pour lesquelles ce podcast voit le jour. J'ai pour ma part subi une errance médicale qui dura plus de 10 années avant que le bon diagnostic soit posé sur tous mes symptômes et l'état dans lequel je me trouvais. Mon témoignage fera d'ailleurs l'objet d'un épisode à part entière. En décembre 2021, mon errance prenait fin et mon état était significativement amélioré par le traitement mis en place. Rapidement, je me suis dit que mon histoire pourrait servir à d'autres. La question du comment demeurait. Un jour, une personne à qui je racontais mon parcours m'a alors dit « Tu devrais témoigner ». Oui, mais comment ? Quelques semaines après cet échange, naissait dans ma tête et dans mon cœur ce projet. Au travers de ce podcast, j'espère donner de la force, de l'énergie et de l'espoir aux personnes qui vivent encore dans la souffrance et sans diagnostic de celle-ci. Comment se battre et lutter quand on ne connaît pas l'ennemi qui nous accable et nous met à terre ? Comment être cru, entendu et soutenu lorsque rien ne vient expliquer l'état dans lequel on se trouve ? Je souhaite plus que tout vous dire de ne pas baisser les bras et de toujours continuer d'y croire. Je souhaite aussi redonner la parole aux personnes ayant subi une errance médicale, car pour beaucoup, leur parole n'aura été que trop peu écoutée, entendue et même parfois niée. Une partie de moi se dit aussi qu'il est possible que certaines personnes se reconnaissent dans les symptômes évoqués par mes invités et que cela leur permettra de creuser cette piste avec leur médecin et peut-être mettre fin à leur errance plus rapidement. Enfin, ce podcast est destiné à ceux qui vivent de près ou de loin à côté d'une personne ayant une pathologie chronique et souvent une maladie et un handicap invisible. Le diagnostic est une étape primordiale et souvent libératrice, mais qui signe dans la plupart des cas le début d'un nouveau combat, celui de vivre avec une pathologie chronique. Que les mots de mes invités mettent en lumière ce qui est souvent tu, caché et parfois jugé. Dans ce podcast, chaque témoignage fera l'objet d'un épisode. Je fais le choix que certaines pathologies puissent être évoquées dans plusieurs épisodes, car les parcours et les symptômes peuvent être significativement différents pour une même pathologie. Je souhaite donner un maximum de chance aux auditeurs de se reconnaître dans les témoignages afin de les aider réellement et qu'ils se sentent moins seuls. Voilà, maintenant, place à l'épisode. N'hésitez pas à faire voyager ce podcast afin qu'il arrive à toutes les oreilles qui en auraient besoin. Je compte sur vous. Je reçois aujourd'hui Maria. Elle a 36 ans et souffre de la maladie de Lyme chronique. Elle aura souffert pendant plus de 12 ans avant d'avoir enfin un diagnostic certain de cette maladie. On pourrait croire que ce diagnostic signe le début d'un renouveau, avec la guérison de sa pathologie. Malheureusement, commence un long combat pour elle afin de trouver un traitement qui la soulagera, et celui pour obtenir une reconnaissance du caractère chronique de sa pathologie. Oui, car actuellement en France, la maladie de Lyme chronique n'est pas reconnue, et les traitements proposés dans ce cadre sont obsolètes. Le parcours de Maria montre combien la justesse du diagnostic est primordiale, et à quel point la parole des médecins a eu raison pendant de longues années de ce que Maria suspectait au fond d'elle, mais qu'elle taisait car on lui avait affirmé qu'elle ne souffrait pas de cette maladie. Je vous laisse découvrir toute la force et la lumière dont Maria est capable malgré la lutte acharnée qu'elle mène encore aujourd'hui contre la maladie et tout ce qui l'entoure. Un combat mené avec pour maître mot l'espoir. Celui de pouvoir retrouver une vie avec le moins de douleur possible. J'espère que l'histoire de Maria vous embarquera autant que moi, tant son témoignage est singulier et dénonce un véritable scandale sanitaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Maria. Bonjour. Alors merci beaucoup de me recevoir chez toi aujourd'hui. Merci à toi. Alors je voulais commencer pour expliquer aux personnes qui nous écoutent comment on en est venu à se rencontrer. Donc lorsque moi je cherchais plein de témoignages sur la pathologie dont je souffre, je suis tombée sur ton livre qui ne parlait pas de ma maladie mais que j'ai quand même lu parce que c'était un témoignage d'errance médicale et qui m'a beaucoup parlé et beaucoup soutenue dans cette période parce que non seulement je me suis sentie comprise et entendue parce que tu vivais des choses très similaires à ce que j'avais pu vivre, mais aussi ça m'a fait relativiser sur mes propres souffrances et mon propre parcours parce que j'ai pu voir combien parfois on pouvait souffrir encore plus. Et donc du coup ça m'a permis de relativiser ma propre histoire et ça m'a aidée à ce moment-là de ma vie. J'en suis heureuse. Merci à toi. Donc tu as écrit un livre et c'est comme ça que je t'ai rencontrée. Et quand j'ai eu l'idée de ce podcast,
j'ai cherché à contacter la personne qui avait coécrit le livre avec toi, qui m'a mis en contact, et tu as répondu tout de suite favorablement à ma demande pour ce projet de podcast, qui était même pas au balbutiement, et tout de suite tu m'as dit, dès que tu mets en place, je suis partante. Et donc merci pour ta confiance, parce que voilà, c'est le tout début encore. Ouais. Alors aujourd'hui on se réunit par rapport à ta maladie qui est la maladie de Lyme. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est que cette maladie et quels sont les symptômes aujourd'hui qui t'impactent avec cette pathologie-là? Ouais. Donc c'est une maladie qui est transmise par les tiques, donc des toutes petites bêtes qui traînent dans les herbes hautes et qui attendent que l'on passe devant pour nous sauter dessus. Enfin non, ça saute pas, mais pour nous grimper dessus. Et puis donc elles mordent et à ce moment-là, elles peuvent transmettre des bactéries. Donc la Borrelia, donc la maladie de Lyme, c'est une borréliose. Mais pas que, aussi d'autres bactéries comme la Bartonella, la Babesia et plein d'autres. Et donc voilà, qui vont petit à petit créer des symptômes plus ou moins handicapants selon les personnes, voilà, selon le terrain, selon plein de choses. On peut aussi rester porteur sain si le corps s'en défend bien. Mais voilà, il suffit qu'il y ait une petite baisse du système immunitaire pour que les symptômes se développent et donc la maladie. D'accord. Et donc toi aujourd'hui, quels symptômes tu pourrais décrire de cette pathologie-là? Donc ça peut créer des symptômes, donc selon les personnes, selon les types de bactéries aussi qu'a transmis la tique, on peut avoir des symptômes articulaires, musculaires, des troubles cognitifs, problèmes de mémoire, d'attention, des problèmes à trouver ses mots, une fatigue chronique quotidienne. Ça peut toucher les nerfs, ça peut toucher aussi petit à petit différents organes et donc le système nerveux aussi au bout d'un certain temps et aussi selon les bactéries dont on a hérité. Ok, donc tout un panel de symptômes que tu vas nous décrire un peu plus précisément dans ton parcours. Ouais. Donc si tu devais expliquer un petit peu le début, le commencement de la pathologie pour toi, où est-ce que tu la situerais? Eh ben j'avais 17 ans, donc ça fait bientôt 20 ans. J'avais 17 ans et donc alors dans mon enfance je passais beaucoup de temps dans les forêts vosgiennes où je me faisais piquer très très régulièrement, si ce n'est quasiment quotidiennement. Donc mes parents m'inspectaient tous les soirs et j'avais toujours des tiques. Donc à l'époque on les endormait à l'éther et on les enlevait à la pince à épiler. Ce qu'on sait aujourd'hui qu'il faut surtout pas faire, c'est à ce moment-là quand on titille entre guillemets la tique, c'est à ce moment-là qu'elle va régurgiter et transmettre les bactéries. Donc il faut surtout pas l'endormir et l'enlever à la pince à épiler. Aujourd'hui on sait qu'il faut utiliser un tire-tique et tourner vraiment délicatement en essayant de pas tout titiller la tique justement. Donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je crois. Peu importe. Qu'il précise, non? Peu importe le sens. Okay. Peu importe le sens. Il faut pas tirer. Ça s'appelle un tire-tique, mais au final, il faut d'abord dévisser. Voilà, il faut Ouais. d'abord dévisser et ensuite on tire quand même pour l'enlever, mais d'abord on tourne effectivement. Donc ça c'est des gestes très très importants. C'est là que tout peut se jouer aussi. Surtout ne jamais mettre aucun produit avant d'avoir enlevé la tique, parce que si on met un produit avant de l'avoir enlevé, là elle va régurgiter encore une fois et donc potentiellement transmettre les bactéries si elle en est porteuse, elles le sont pas toutes. Voilà, et puis donc ensuite il faut bien désinfecter ou mettre de l'huile essentielle de tisserie par exemple, ou en tous les cas vraiment désinfecter la zone de piqûre au maximum plusieurs fois par jour pendant les premiers jours pour essayer de, voilà, si jamais il y a eu contamination, limiter la contamination à la zone de piqûre avant que ça aille dans tout le corps, quoi. Ok. Et donc moi j'ai été de nombreuses fois piquée dans mon enfance, mais donc sans déclarer de symptômes durant mon enfance. Et à 17 ans, j'ai eu une nouvelle piqûre de tique, morsure en réalité. Et à partir de ce moment-là, j'ai développé un érythème migrant. Donc ça c'est vraiment spécifique à quand on est infecté autour de la zone de piqûre, mais ça peut aussi être ailleurs sur le corps. Donc un érythème migrant, c'est une auréole, une tache qui fait en général donc une auréole rouge et blanche autour, plus ou moins marquée, en forme de cercle, plus ou moins aussi. Et donc ça c'est typique de cette maladie. Si on développe un érythème migrant, on peut être sûr qu'on est infecté. Mais à l'époque, les médecins
et n'était pas si au fait qu'aujourd'hui là-dessus. Et donc moi, on m'a pas diagnostiqué tout de suite, mais voilà, dès l'érythème migrant, j'ai développé des symptômes. Parfois, on peut les développer pas mal de temps après, ça dépend. Est-ce que je veux juste savoir, est-ce que si on ne développe pas d'érythème migrant, on peut être sûr que on n'a pas eu de transmission? C'est pas si simple que ça, parce que l'érythème migrant, on le voit dans 50% des cas. Donc, on ne sait pas trop dire si dans tous les cas on a un érythème. Si on n'a pas d'érythème, on ne peut pas vraiment dire que on n'est pas infecté, parce que d'une part on le voit pas, mais voilà, on ne sait pas du coup si on le développe à chaque fois ou pas. D'accord. Donc si on a un érythème, on peut quand même être sûr que là pour le coup on a eu une transmission. Si on ne l'a pas, mais qu'on développe des symptômes dans les jours voire les semaines qui suivent, il faut être vraiment en alerte après une piqûre de tique, même sans érythème. Exactement, et ça peut être même beaucoup plus vicieux que ça, parce que on peut sur le coup avoir un très bon système immunitaire donc on va pas développer de symptômes, et parfois quelques années après la piqûre qui nous a transmis les bactéries, suite à un affaiblissement du système immunitaire pour X raisons, une grippe ou même un choc émotionnel, n'importe quoi, à ce moment-là les symptômes peuvent se développer. D'accord. Donc c'est vraiment vicieux. Oui. Donc il y a la manière simple de se rendre compte qu'on peut être atteint par la maladie de Lyme, comme voilà, la surprise. Exactement. Ouais. Finalement, dans tous les malades que je connais, le meilleur cas entre guillemets, c'est oui effectivement de développer un érythème ou des symptômes d'un coup qui sont vraiment très importants, qui font que on va tout de suite chercher et qu'on a beaucoup plus de chances de trouver et d'être traité à temps. Parce que donc, pour pouvoir s'en débarrasser, il faudrait connaître l'infection dans les deux mois environ, on va dire à peu près, après l'infection, après la piqûre. Donc, et à ce moment-là, voilà, 3 semaines d'antibiotiques peuvent suffire à éradiquer la maladie. D'accord. Ça, c'est quand même important de le dire, parce que 2 mois, malgré tout, c'est à la fois très court, et à la fois, finalement, c'est pas 2 jours après la piqûre de tique qu'il faut intervenir. Ça laisse quand même un petit peu de délai pour intervenir et avoir une chance d'éradiquer complètement, finalement, le début de la maladie. Si je peux dire, entre guillemets, si on a la chance d'avoir des symptômes dans ces 2 mois-là, quoi, en fait. C'est ça. Voilà. Ouais, c'est compliqué. Pour toi, comment ça s'est passé, du coup? Alors moi, donc, j'ai développé tout de suite des symptômes articulaires d'abord. Donc j'avais des problèmes à la hanche, j'avais des grosses douleurs à la hanche. Je commençais à avoir du mal, selon les jours, à marcher jusqu'à mon lycée, qui était à 300 mètres de chez moi. Donc ça a été ça, les douleurs au coude, les douleurs aux genoux. Voilà, surtout des symptômes articulaires dans un tout premier temps, vraiment dans les jours qu'on suivit la piqûre et l'érythème migrant. À ce moment-là, on est allé voir un médecin. J'avais encore l'érythème migrant, mais c'était vraiment peu connu, on en parlait beaucoup moins à cette époque-là. Donc c'était il y a 20 ans. Le médecin a pris ça pour une éruption cutanée anodine, autre. Donc voilà. Et puis j'ai développé petit à petit d'autres symptômes, donc notamment un RGO, donc des problèmes, des brûlures aussi d'estomac, un reflux gastro-œsophagien. Voilà. J'ai commencé à développer des douleurs musculaires, des faiblesses musculaires aussi. Donc j'ai été dispensée de sport. Et puis mais voilà, les médecins trouvaient pas plus. Et puis mes parents s'étaient renseignés sur Internet. On dit que c'est la chose à pas faire, mais bon, quand on ne trouve pas, malheureusement, heureusement d'ailleurs, finalement, on peut quand même essayer de faire nos propres recherches. Et ils étaient tout de suite tombés sur la maladie de Lyme. Donc parce que voilà, j'avais quand même l'érythème et les symptômes classiques. Et puis donc on est allé voir le médecin qui m'a fait faire un test pour la maladie de Lyme. Donc on appelle un test ELISA, c'est le test qu'on fait en première intention, qui est revenu négatif. Donc de là, et ben voilà, retour à la case départ. Voilà, le médecin a mis ça sur le compte, donc au niveau des articulations de l'adolescence, je grandissais encore. En réalité, plus tellement, je suis pas très grande. Et puis voilà. Finalement, c'est là que le vrai drame commence. Exactement. Oui. C'est avec ce retour négatif qui fait que ça a engendré cette très 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 longue errance. Voilà, ouais, c'est ça. Donc on sait aujourd'hui que les tests ELISA ne sont pas fiables du tout, puisque les tests ELISA cherchent uniquement une bactérie, donc la Borrelia, mais en plus c'est un type de Borrelia
c'est basé sur un type de Borrelia qui se développe plutôt aux États-Unis, pas en Europe. Donc voilà. Donc on le trouve dans très peu de cas finalement. Ouais, bah oui. Il y a un autre test qui existe en France, le Western blot, mais on le fait passer uniquement dans le cas où le test ELISA revient positif, c'est ça? Voilà, en deuxième intention, on passe le Western blot, si ELISA est positif, pour confirmer ou non la Borrelia. Et le test Western blot est beaucoup plus fiable que le test ELISA. Mais malheureusement, voilà, il arrive qu'en deuxième intention, aujourd'hui, on n'a pas le droit de passer le test Western blot en première intention pour diagnostiquer la maladie de Lyme, ce qui est assez incompréhensible. Donc suite à ce test négatif, qu'est-ce qui se passe pour toi? Eh ben, commence une longue errance médicale. Donc au fur et à mesure des symptômes qui arrivent, qui se développent, je vais de médecin en médecin, de spécialiste en spécialiste. Donc qui me trouvent tous des problèmes dans leur spécialité. Donc on commence à me traiter donc pour mes différents symptômes. Donc je commence à avaler c'est un petit paquet de médicaments au quotidien pour me permettre de continuer malgré tout ma vie comme je le peux, malgré les souffrances, parce que il y a beaucoup de souffrances qui sont quand même pas atténuées pour autant du tout, ou pas prises en compte. Donc voilà, c'est le début de la descente aux enfers. T'es très jeune à ce moment-là. Ouais. Donc en plus c'est un âge de la vie où normalement on est en pleine santé, on sort, on découvre tout de la vie. Ouais. Par exemple par rapport à tes études, est-ce que ça a été quelque chose de compliqué? Oui. Alors ça m'a pas trop empêché de sortir. Je suis plutôt une bonne vivante, joyeuse, donc voilà. Malgré tout, j'ai pu bien profiter de ma jeunesse. Par contre, pour les études, effectivement, là, ça a posé plus de problèmes parce que j'étais épuisée tout le temps et j'ai commencé à avoir vraiment des gros troubles cognitifs, donc des problèmes d'attention, de mémoire, qui m'handicapaient beaucoup dans les études, quoi. Donc oui, ça a été vraiment compliqué, les réveils le matin parce que l'épuisement, quoi, voilà, la fatigue chronique qui était déjà installée. Oui. Dans ton livre, après, tu parles d'un poste que tu as pris quelques années justement après le lycée de secrétaire, je crois. Dans un centre nautique. Voilà. Et comment ça se passe, ce premier poste pour toi? Eh ben, c'est compliqué. Ma vie, de toute façon, ces dernières années avant ça, était déjà un peu de la survie, si je peux employer le terme, même si c'est un peu gros. Bon, c'était un peu ça quand même. Donc j'étais épuisée et là donc je faisais 25 heures semaine et rien que 25 heures semaine, c'était voilà, l'épuisement permanent, quoi. Donc c'était compliqué. Est-ce que tu étais entourée? Comment se positionnait ton entourage par rapport finalement à tous tes symptômes qui te gâchaient la vie et qui te faisaient beaucoup souffrir, mais qui n'avaient pas de diagnostic à ce moment-là? C'était compliqué parce que mon entourage écoutait les médecins qui ne trouvaient pas forcément. Alors si, donc j'avais différents diagnostics selon les spécialités, mais on regroupait pas tout ça, ni ma fatigue chronique, ni tout ça. Et c'était pas vraiment entendu, donc par les médecins, donc par ma famille non plus. Donc voilà, c'était assez compliqué pour eux de comprendre ce qui se comprend du coup. Mais voilà, pour moi c'était pas simple. On m'a fait comprendre, plusieurs médecins m'ont fait comprendre que les symptômes qu'ils n'arrivaient pas à expliquer venaient d'un effet psychosomatique. Donc ça c'était compliqué. J'ai pas remis ça en cause, j'ai plutôt au contraire voulu aller vers cette piste puisque c'est la seule que j'avais. Moi, tout ce que je voulais c'était ne plus souffrir ou au moins souffrir. Donc je me suis dit, j'ai commencé à m'enfermer un peu dans un cercle où je voulais comprendre, travailler sur moi au niveau psychologique pour si c'était psychosomatique réussir à m'en sortir, quoi, peu importe la cause. Oui, en fait, les médecins t'ont vraiment mis ça en tête, et toi, tu as vraiment étudié cette possibilité-là. Oui. Parce que c'était la seule déjà. Oui. Et
mais voilà, parce que tu disais, si c'est la manière dont je vais pouvoir m'en sortir, j'y vais. Oui, voilà, parce que psychosomatique, ça n'enlève pas la souffrance physique a priori. Bon, finalement, on sait qu'aujourd'hui c'est pas ça, donc j'en sais trop rien, mais c'est pas inventé, c'est ressenti, mais la cause serait psychologique. Donc j'ai voulu travailler un maximum là-dessus, donc je suis rentrée en introspection totale, je me suis retourné le cerveau, j'ai essayé quoi, qui ne tente rien à rien, pourquoi pas. Voilà, j'étais ouverte. C'est vrai que c'est terrible parce que malheureusement dans beaucoup de parcours d'errance médicale, ce diagnostic-là est proposé presque en première intention dès que les premières recherches échouent sur un diagnostic. Ouais. Quand les médecins ne savent pas, quand même, ce qui revient très souvent dans les parcours, c'est chercher du côté émotionnel, chercher du côté de vos traumatismes éventuels, de vos difficultés de vie, et aller travailler ça pour aller mieux. Voilà. Donc, même si c'est quelque chose qui est intéressant dans tous les cas, parce qu'on a tous des choses à travailler dans notre vie, dans nos parcours, et ça ne peut que nous aider. Ça peut être un mal pour un bien, oui. C'est ça. Mais des fois, c'est très délétère d'aller uniquement sur cette piste-là, parce que on perd beaucoup de temps, et en plus, on s'auto-flagelle parce qu'on travaille sur nous. Enfin, en l'occurrence, toi, tu dis avoir beaucoup travaillé sur toi, et pour autant, ton état se dégradait. Oui. Donc en plus on se sent responsable et il y a j'imagine une culpabilité qui se met en place de dire non seulement c'est peut-être mon histoire de vie qui est responsable, en plus je travaille dessus, mais mon état se dégrade malgré tout. Ouais, c'était compliqué. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est exactement ça et puis ça nous éloigne effectivement d'autres recherches donc d'un autre possible diagnostic quoi. Ouais. Donc ça dure un certain nombre d'années, c'est ça, cet état qui se dégrade, qui va plus ou moins bien, avec des hauts, des bas. Pas beaucoup de hauts. Pas beaucoup de hauts. C'est ça se dégrade. Oui, voilà, c'est plutôt descendu. Ouais. Ça se dégrade jusqu'à quel point, quelle est la marche suivante? Je sais pas s'il y a vraiment eu des marches parce que ça a été une descente progressive. Donc j'ai eu beaucoup d'autres symptômes qui se sont déclarés petit à petit au niveau musculaire, articulaire, neurologique. Quand tout commence à toucher les organes, cardiaque, enfin à plein de niveaux. Mais voilà, pour moi, ça continuait d'être dans ma tête. donc je vivais tant bien que mal avec. J'avais donc de plus en plus de mal à marcher. Donc effectivement, il y avait quand même des moments pires que d'autres, des poussées, où c'était par période certains symptômes qui s'accentuaient énormément. J'avais des douleurs au talon dès le début aussi quasiment, qui m'handicapaient beaucoup à marcher, qui étaient très douloureuses. J'ai eu énormément de symptômes, mais je continuais ma vie tant bien que mal, avec des travails à 20-25 heures maximum par semaine. Au-delà de ça, c'était vraiment pas possible pour moi physiquement. Ça a continué comme ça donc pendant 13 ans. Jusqu'au jour où tu parles dans ton livre d'un coming out. Oui. Où tu vas voir un médecin généraliste. Et où je crois tu déballes tout. Oui. Parce que tu faisais toujours la part des choses. Tu allais voir les médecins pour leur spécialité en fonction des symptômes que tu avais. Mais finalement, tu disais pas l'ampleur de tous tes symptômes. Aussi, je crois, par crainte d'être traité d'hypocondriaque. Exactement. De ne pas être cru finalement. Exactement. Pendant toutes ces années, quand j'allais chez les médecins, que ce soit généraliste ou spécialisé, je cachais mes douleurs en fait, parce que je voyais bien que si je parlais de plus de 2, 3 grand maximum douleurs, les médecins changeaient de tête et me regardaient comme une hypocondriaque effectivement. J'ai rien contre les hypocondriaques. C'est une maladie aussi, mais c'est une autre maladie. Et donc j'osais pas, je voulais pas être prise pour ça. Puis je me disais vaut mieux, je choisis le symptôme le pire du moment et puis je vais dire celui-là pour essayer de l'atténuer si jamais c'est possible et pas parler de tout le reste. Et donc arrive un jour, oui effectivement, juste avant ma grossesse, donc je devais avoir 28 ans. Où là je craque moralement et physiquement, j'en peux vraiment plus. Et donc je vais voir ma généraliste et là je m'effondre et je lui dis tout.
C'était une généraliste que tu côtoyais déjà depuis un moment? Oui. Donc peut-être que tu avais senti aussi qu'elle allait être à l'écoute Oui, de ce voilà. que tu allais aller lui livrer, que Exactement. c'était avec cette personne-là que c'était possible. Oui. Et donc ce jour-là, tu lui dis tout. Ouais, voilà. Et elle te prend au sérieux. Et elle me prend au sérieux, vraiment, et on commence une foule d'examens en tout genre, et donc qui, pour la plupart, en tout cas IRM, scanner, radio, ne donneront pas grand-chose, pour la plupart. Elle m'envoie voir un rhumatologue, et ce rhumatologue, au début, donc me diagnostique une fibromyalgie. Biologiquement, on n'a aucun test qui peut prouver physiquement, biologiquement la maladie, mais on a donc des points douloureux. 18, je crois. Oui, j'allais dire 13 ou 16 ou 18, enfin quelque chose comme ça. Un certain nombre, en tout cas. Un certain nombre de points douloureux précis dans le corps. Donc ça collait aussi, en termes de symptômes, les douleurs articulaires, musculaires, tout ça pouvait aussi, la fatigue, coller avec cette pathologie. Et donc j'étais douloureuse à tous ces points qui font donc le diagnostic de la fibromyalgie. Le problème c'est que j'étais douloureuse à tous ces points, mais bien plus encore. Donc tu sortais des cases, tu les remplissais, mais en plus ça allait au-delà. Oui, largement, voilà. Donc il me diagnostique une fibromyalgie, puis il me dit bon, mais il doit y avoir autre chose quand même. On continue les investigations. Donc ça, c'était la première fois que je le voyais, et puis donc je suis amenée à le revoir une deuxième fois. Là, il revient sur son diagnostic en expliquant que je n'ai pas le profil. Alors, je ne sais pas ce qu'est le profil, mais visiblement pour lui, donc j'avais pas le profil d'une fibromyalgique. Donc, on commence à évoquer la maladie de Lyme. Et donc là, ça a été un choc parce que donc il me parle de la maladie de Lyme et il me dit que par rapport à mes symptômes, je dois être en stade 3. Donc il y a 3 stades. Donc moi pour l'instant, à ce moment-là, je connaissais pas grand-chose à cette maladie. J'avais lu des articles par hasard dans les années précédentes qui m'avaient tous quand même fait penser à ma maladie, mais j'avais pas creusé pour autant plus que ça. Aussi parce que probablement on t'avait dit des années auparavant que le test était négatif et que ce n'était pas ça. Oui, voilà aussi. Et t'avais pas de raison de douter que le test n'était pas fiable. Ouais. Et donc il y avait un côté de ta tête peut-être qui se disait c'est étrange quand même, je me reconnais beaucoup dans ce qui est écrit. En même temps, des médecins m'ont dit que ce n'était pas ça. Exactement. Donc il m'annonce que j'en suis au stade 3. Donc moi j'y connais rien. Je rentre chez moi. Bon, ça me fait un choc quand même. Donc je rentre chez moi et puis je regarde un petit peu. Donc j'apprends qu'il y a 3 stades. Donc le 3e est le dernier. Donc là dans ma tête, je me demande ce qui va se passer, ce qui se passe. Est-ce que le stade 3 ça veut dire la mort derrière? Donc voilà, j'angoisse un peu, j'appelle mes parents, je leur apprends la nouvelle. Donc ils sont aussi, je pense, sous le choc. Et puis surtout, pour eux, c'est un choc personnel de se dire que toutes ces années, j'ai effectivement vraiment beaucoup souffert et que eux ne me croyaient pas vraiment en fait. Donc pour eux, c'est compliqué à gérer aussi quoi. Voilà. Il y a de la culpabilité. Voilà, il y a de la culpabilité, ouais. Oui. Et donc voilà, donc à partir de là, je reprends quand même quelque part espoir puisque on a mis un mot sur tous mes mots. Donc c'est plutôt plein d'espoir quand même malgré tout. Et donc là on m'envoie voir des infectiologues donc à l'hôpital. Donc qui sont spécialisés dans les infections, donc c'en est une. Et puis donc ils commencent un traitement sur moi. Donc tous les jours je reçois des injections en subcutané de Rocephin. C'est un antibiotique ? C'est un antibiotique, voilà. Et c'est l'antibiotique de référence qui est dans le protocole en France donné pour les maladies de Lyme, c'est ça ? Exactement, voilà. Donc c'est un protocole qui comprend donc 3 semaines d'injection de Rocephin en intraveineuse ou en intramusculaire ou en sous-cutané. Donc voilà, le traitement commence. Au bout de quelques jours ou semaines, je réagis hyper positivement à ce traitement. Je revis, je me rendais même plus compte que ça pouvait être aussi simple et
aussi, voilà, la vie normale en fait, mais je m'en rappelais plus, quoi. Et donc voilà, c'est un vrai miracle. À cette période, en plus, avec mon conjoint, on déménage. Je fais tous les cartons, je m'active dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment incroyable. J'ai quasiment plus de symptômes. C'est le paradis. Voilà, c'est dingue. Tu retrouves ta vie. Ouais, la vie d'avant tout ça. Ah ouais. Et donc voilà, et ça dure 2-3 semaines. Après la fin des injections, pendant 2-3 semaines encore, je revis. Tu as ces bénéfices-là. J'ai ces bénéfices-là, et puis au bout de 2-3 semaines, progressivement, les symptômes que j'avais déjà volontiers oubliés reviennent. Et voilà, c'est de nouveau compliqué, j'ai de nouveau du mal à marcher, j'ai de nouveau des douleurs quotidiennes, permanentes, migrantes, qui m'handicapent énormément. Là, la redescente, elle doit être extrêmement violente pour toi. Parce que comme on t'a annoncé ça comme un traitement qui était curatif, qui allait te traiter et te guérir, tu vois les effets miraculeux, donc tu te dis, donc ils avaient raison, effectivement, ça y est, je guéris, je suis guérie. Et là, en à peine quelques semaines, tu te rends compte que non. Ouais, voilà. Et là, ça doit être quand même une vraie chute pour toi. Ouais, moralement, c'est compliqué. Il faut savoir qu'au début, quand on m'a annoncé 3 semaines de traitement, pour moi, ça me paraissait énorme, 3 semaines de piqûres tous les jours. J'étais loin encore d'imaginer le parcours que tu allais avoir. Ouais. Donc, heureusement, dans un sens. Oui, ah bah oui. Que tu ne savais pas. Oh oui. Oui, heureusement, c'est clair. Donc voilà, ouais, les symptômes reviennent, et là c'est un peu la douche froide. Et donc je retourne pour le suivi en infectiologie à l'hôpital. Et là on me dit que j'étais bien atteinte de la maladie de Lyme. Parce comme que tu as réagi, c'est ça? Voilà, puisque donc on n'est pas revenu là-dessus, mais donc à l'hôpital ils m'ont refait faire les tests, et j'étais de nouveau négative au test ELISA pour diagnostiquer la maladie de Lyme. Donc ça, avant même les traitements, voilà, ils m'ont refait faire les tests et c'était négatif. Et donc voilà, et ils font quand même les traitements parce que au niveau de l'historique, donc des nombreuses piqûres de tiques que j'ai eues, dont la dernière qui a créé quand même un érythème migrant, au niveau de tous mes symptômes, ça y ressemble quand même fortement. Donc, ils décident en fait de me faire profiter de ce traitement qui, s'il fonctionne, prouvera que me diagnostiquera, voilà, que c'était bien ça, quoi. Et me guérira. Il faut un test thérapeutique, en fait. Exactement. Donc voilà, je retourne en infectiologie pour le suivi. Donc, ils me diagnostiquent que c'était bien ça. Et donc, mais je dis que les douleurs reviennent, tous les symptômes reviennent petit à petit. Et là, l'infectiologue me répond que c'est pas possible. Après 3 semaines de ceftriaxone, c'est générique, mais de Rocephin, on est guéri, et puis c'est tout. Donc je marchais à peine devant elle. Elle me fait plein de tests physiques que ça va pas. Et elle te dit, dans ton livre tu l'écris, que tu souffres du syndrome post-Lyme. Ah oui. Post-Lyme. Oui, c'est vrai qu'elle me dit ça. Oui. Elle m'annonce que du coup ça arrive effectivement, que les symptômes reviennent ou persistent. Mais et que ce serait d'ordre psychologique. Eh ben voilà. On y revient, voilà. Post-Lyme. Bon alors là pour le coup, là je me torture pas le cerveau, je me dis pas du tout que c'est psychosomatique. Voilà, et ce syndrome existe quand même pour eux, c'est pas pour rien, c'est que je suis très loin d'être la seule à réagir ainsi, quoi. Donc, mais c'est quand même incroyable que la première réaction soit de dire finalement c'est psychologique, vous avez finalement presque du mal à vivre sans vos douleurs, ou il y a autre chose. Alors que dans le même temps, elle me diagnostique que c'était donc bien ça, c'est ça, une maladie réelle, la maladie de Lyme, et un traitement m'a complètement soulagée, donc c'est complètement incohérent effectivement. Mais voilà, ils ont inventé ce terme de syndrome post-Lyme, ça me rassure quelque part de me dire que c'est que si ce terme existe, je suis loin d'être la seule, voilà. Mais je trouve que c'est à nouveau une grande violence morale pour toi de te dire ça, parce que ça vient encore remettre en question finalement les causes de tes douleurs. Ouais. Alors là, je les remets pas personnellement en cause cette fois-ci, donc ça va. Ça t'impacte moins. Ça m'impacte beaucoup moins. Tout ce que je comprends, c'est que les médecins font plus rien pour moi. Donc il faut que je me débrouille.
Mais au moins, je sais d'où vient le problème, quelle est la cause. Donc voilà, à partir de là, commencent de longues recherches sur la maladie, beaucoup de contacts avec les malades. Le traitement de la Rocephin intervient avant ou après ta grossesse ? Après ma grossesse, juste après en fait, puisque ça avait été donc les examens et tout ça avait été stoppé avant, juste pendant ma grossesse. Du fait en fait de ta grossesse ? Du fait de ma grossesse, je pouvais plus forcément passer tous les examens, IRM, etc. Et donc c'est juste après ma grossesse que tout ça a repris, que on m'a diagnostiqué Lyme. Et que là, j'ai été traitée. C'était juste après ma grossesse. Et si on revient un tout petit peu en arrière, du coup, comment se déroule ta grossesse avec, du coup, en étant porteuse de la maladie de Lyme ? Ouais. Alors, étonnamment aujourd'hui, je sais que dans pas mal de maladies chroniques, c'est le cas aussi, elle se passe... Alors, plutôt bien. Non, c'est pas vraiment ça. Moi, physiquement, c'est plutôt mieux. Alors, j'ai toujours des symptômes, mais... de manière générale, c'est plutôt mieux. Après, par contre, tous les symptômes de base que n'importe quelle femme enceinte peut connaître sont vraiment exacerbés. Donc, j'avais déjà des problèmes au niveau de l'estomac. Donc là, ça devient vraiment l'enfer. Je dors assise. Les problèmes circulatoires au niveau des jambes, donc que j'avais déjà aussi avant, mais je dors en V en fait. Donc j'ai les jambes vraiment beaucoup surélevées. Je dors assise, je dors. C'est un grand mot, je dors pas beaucoup. Et tu arrives à en rire aujourd'hui, mais ça a dû être très très dur et très très long. C'était compliqué. Et puis bon, alors ça c'est vraiment mes symptômes à moi physiques. Donc voilà, j'ai eu des bas de contention. C'était en plein été 2015. C'était Maintenant, c'est la canicule chaque été, mais à cette époque-là, c'était quand même une grosse canicule pour ce qu'on connaissait jusque-là. Il faisait pas loin de 38 degrés, je crois. Donc, j'avais des bas de contention. Enfin, c'était comique après coup. Et par contre, j'ai eu des soucis autres, donc des soucis vraiment liés à mon enfant, à l'enfant que je portais. J'ai été arrêtée, donc j'ai eu des contractions dès le 3e mois, mais des contractions très très fortes. Donc on m'a tout de suite arrêtée. Donc j'ai arrêté de travailler, on m'a alitée. Donc j'étais j'ai passé 6 mois de ma grossesse alitée. Et en fait, je produisais très 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 peu de liquide amniotique, donc qui permet la survie du bébé. Et on n'expliquait pas pourquoi. Donc là, j'étais suivie toutes les semaines à l'hôpital, plus tous les 2 jours monitoring chez moi pour suivre mon enfant. Donc à la 2e échographie, on nous a dit qu'on risquait de perdre le bébé d'une seconde à l'autre. Et voilà, donc c'était un petit peu émotionnellement c'était stressant quoi, même si là il y avait pas de douleur et de symptômes ressentis physiquement, mais émotionnellement c'était compliqué. On risquait de me déclencher à tout moment quoi. Donc que le bébé soit viable ou pas, Donc j'ai passé quand même la 36e semaine où le bébé est viable même si on a un déclenchement, et puis je suis même allée au-delà finalement. J'ai accouché, on m'a déclenché effectivement à cause de ce problème-là 2 semaines avant le terme, donc nickel. Mais parce que j'avais donc plus une goutte de liquide amniotique, ça devenait vraiment c'était trop dangereux. La vie du bébé était en jeu. Comme elle n'était plus prématurée aussi, il y avait plus d'enjeu à poursuivre la grossesse au maximum puisque elle n'était plus considérée comme prématurée. Exactement. Ouais. Elle naît en bonne santé, du coup, cette petite fille ? Non. Cette petite fille ne naît pas en bonne santé, donc à ce moment-là, moi, j'étais pas encore diagnostiquée moi-même, donc on sait pas pourquoi. Dès la maternité, elle hurle jour et nuit en permanence. Elle dort quasiment pas. Le papa fait les 100 pas avec elle dans la maternité, il croise les médecins, les sages-femmes tout le temps, donc qui n'ont jamais autant croisé un papa. Bon voilà, on essaie d'en rire un peu sur le coup entre guillemets avec les sages-femmes, mais personne ne comprend et rien n'arrive à soulager mon enfant. Et toi, comme le papa, comme l'équipe, comprend tout de suite qu'il s'agit de douleur pour ton bébé ? On n'était pas vraiment, on savait pas.
Mais en tout cas, on voyait que c'était un comportement qui était inhabituel. Ouais, voilà, ça c'est sûr. Voilà, les sages-femmes nous disaient, elles ont jamais vu ça. C'était extrême, quoi. Elle hurlait vraiment, effectivement, de douleur en fait, jour et nuit. Et nous, on dormait pas. Vous deviez être très préoccupé et très inquiet de la voir comme ça. Inquiet et puis épuisé, tellement épuisé, quoi. Ouais. Vous faites des recherches, ils font des examens médicaux pour elle? Donc très vite on nous parle, oui on fait des examens, on nous parle très rapidement d'un RGO, ce qui est commun à beaucoup de bébés, plus ou moins fort. Donc là en l'occurrence très très fort. Donc je l'allaitais, on continue quand même de l'allaiter, mais par-dessus ça, donc on nous prescrit pas mal de choses, et puis on en vient à la mettre sous Inexium, donc qui est le médicament, le traitement de référence. Le traitement de référence dans ces cas-là. Mais donc à très forte dose pour le coup pour ma fille. Et puis au bout d'1 mois et demi, donc elle déclenche une œsophagite à force. Donc son œsophage est brûlé, elle peut plus du tout avaler. Et elle souffre de douleur. Donc elle a un RGO interne. Donc elle hurle toujours jour et nuit malgré tout. On dort pas, il faut qu'elle soit en permanence en position debout. Donc le papa arrive à dormir assis avec elle debout, bien calé un petit peu, quelques heures par-ci par-là. C'est là commence vraiment un double combat parce que moi je vais pas bien non plus. Suite à la grossesse, de mon côté, les symptômes se sont accélérés aussi et deviennent beaucoup plus handicapants encore qu'avant. Donc voilà, double combat, le papa travaille 6 jours sur 7, c'est compliqué. Tu te retrouves seule avec ta fille du coup? Oui. Enfin, les jours où ton conjoint travaille, mais... Oui, voilà, oui, je disais ça dans le sens c'était dur pour lui, mais oui, j'étais seule avec ma fille 6 jours sur 7. Avec tes propres douleurs. Voilà, ouais. Et elle qui hurlait en permanence, ses douleurs à elle aussi, quoi. Tu avais un peu de relais dans ces moments-là par un entourage, des amis, de la famille ou... J'avais une amie, Myriam, qui venait régulièrement. La famille... on a eu quelques visites de la famille, mais... T'étais quand même très seule pour vivre ces moments-là et être auprès de ta fille. Oui, c'était vraiment compliqué. Et puis c'est surtout compliqué de la voir souffrir comme ça. Elle se griffait le visage de douleur. C'était... là, on voyait bien à sa tête que c'était de la souffrance physique terrible. Voilà. Pour des parents, c'est plus difficile de voir son enfant souffrir. Ouais, c'était vraiment pas simple. Voilà, moralement, physiquement, à tout point de vue, quoi. Pour le papa comme pour moi, ouais. Une période compliquée, ouais. Du coup, dans ton livre, tu expliques que ta fille est porteuse, elle aussi, de la maladie de Lyme. Ouais. À quel moment vous avez été creuser cette piste-là et finalement, c'est parce que toi, tu t'es rendu compte que tu avais la maladie de Lyme que vous avez fait des tests sur elle aussi? Comment ça s'est passé? Oui, donc alors elle avait différents symptômes en plus des RGO. Et donc, moi, quand j'ai été diagnostiquée, là, j'ai appris que ma fille pouvait être porteuse aussi de la maladie. Apparemment, en moyenne, 1 fois sur 2, on peut transmettre in utero la maladie. Et donc, un médecin lui a fait faire les tests en Allemagne. Suite à donc l'abandon des médecins à l'hôpital pour moi, je me suis tournée vers d'autres médecins qui s'étaient spécialisés dans la maladie. La plupart, si ce n'est tous, sont en général touchés directement, personnellement, eux-mêmes ou un proche. Et donc se sont spécialisés vraiment dans la maladie de Lyme chronique, donc voilà, qui persiste après ces fameuses 3 semaines d'antibiothérapie. À ce moment-là, je suis allée voir un médecin, donc il y en a peu, des médecins qui se sont spécialisés en France, à peu près 1 par région, on va dire, mais bon, il faut les connaître. Donc moi, j'en connaissais pas, et à ce moment-là, une association m'envoie voir un médecin à la frontière allemande, en Alsace. Donc je traverse la France dans un état très très compliqué, là je marchais plus, c'était vraiment très compliqué. Et donc ce médecin me fait faire des tests pour la maladie de Lyme en Allemagne. Donc là-bas, les tests sont beaucoup plus fiables qu'en France. C'est pas du tout le même procédé. Alors aujourd'hui, on connaît bien. Ce sont des tests PCR. Donc, d'accord. Voilà, à l'époque personne ne connaissait, maintenant on connaît bien. Donc en fait, voilà, ils vont rechercher
la bactérie. Et donc là, je reviens positive. Donc ils cherchent aussi toutes les différentes bactéries, pas que la Borrelia. Hein. Les co-infections, c'est ça ? Les co-infections, exactement. Babesia, Bartonella, etc. Je reviens positive à un fort degré à toutes les co-infections. Et donc le médecin décide de faire passer les examens pour ma fille aussi, donc qui avait déclenché pas mal de symptômes assez inexpliqués. Le jour de ses 1 an, on reçoit les résultats et elle est positive également à Borrelia et aux co-infections. Ce bilan sanguin, il n'existe pas en France ? Non. Il ne peut pas être prescrit ? Non. Ou il peut être prescrit, mais on n'a pas les moyens derrière de l'analyser ? Et on aurait les moyens. Il fait juste pas partie du protocole, donc aucun non. Médecin en France n'est habilité à le prescrire. Voilà. C'est incroyable qu'en passant la frontière, on puisse avoir ce résultat-là, très fiable, qui montre toutes les co-infections que tu avais contractées. Donc même pas une souche, mais plusieurs. C'est quand même incroyable d'avoir attendu tout ce temps-là. Et aujourd'hui, d'avoir noir sur blanc écrit tout ce dont tu souffrais, qui aurait été à la portée, parce que finalement, c'était qu'un bilan sanguin. C'est même pas un examen extrêmement invasif, qui prend beaucoup de temps, qui est douloureux. Non. C'est vraiment... Ah ouais, il y a des examens en microscopie à champ sombre, où là, donc ça nécessite qu'une goutte de sang qu'on met entre 2 bandelettes. Et là, en microscopie, on peut distinguer les bactéries. Donc oui, noir sur blanc, effectivement, j'ai la photo noir sur blanc de mes petites bactéries qui circulent de tes compagnons de vie. De mes compagnons de vie, voilà. Et ce bilan, comme il est fait en Allemagne, il est à tes frais, il est à ta charge ou Oui, il est à ma charge, mais c'était à l'époque pas si élevé, quoi. J'en ai pour 100 d'euros. Pourquoi s'en priver en plus ? Enfin, je veux dire, c'était vraiment peut-être pas à la portée de toutes les bourses malheureusement, mais malgré tout, c'est quelque chose qui reste un soin accessible, en tout cas un dépistage accessible. Par rapport à tous les soins que j'avais testés, qui étaient pas forcément entièrement remboursés ou pas du tout, oui, c'est une somme entre guillemets ridicule, même si effectivement elle est pas à la portée de toutes les bourses, elle l'était pas à la mienne non plus d'ailleurs, hein, mais voilà, on m'a aidé. C'était dérisoire par rapport à tous les traitements que l'on t'avait proposé avant, qui n'étaient pas allopathiques finalement, en phytothérapie, je crois, c'est ça ? Oui, principalement. Il y avait de tout, hein. Antiparasitaire, parce que donc c'est une maladie aussi, donc pas que bactériens, il y a aussi des parasites qui se développent, des champignons, donc voilà, il y avait aussi des antiparasitaires, des antifongiques, des antipaludéens, donc ça c'est quand même costaud, parce que donc c'est la babesia, une des co-infections, ressemble beaucoup au paludisme. Ce traitement-là, l'antipaludéen, tu le prends à l'issue des résultats positifs, c'est le médecin en Alsace qui te le prescrit ? Alors lui, ce traitement-là, c'est arrivé quelques années après, c'était avec un autre médecin que j'ai trouvé plus proche de chez moi, que j'ai suivi ce traitement-là. D'accord. Le médecin, donc, en Alsace, me prescrit des antifongiques, des antiparasitaires, de nouveaux antibiotiques aussi, et en parallèle, énormément de, phytothérapie, homéopathie, et puis plein de choses pour soutenir des compléments alimentaires qui vont soutenir le corps, mes défenses immunitaires, et le corps à supporter le reste des traitements allopathiques, quoi. Ouais. Donc, oui, parce que t'as tous les effets secondaires de ces traitements-là qui sont lourds. Aussi, oui, voilà. Ouais. Tu parles justement à un moment donné d'un choc Jarisch-Herxheimer, je sais pas si je le dis bien, c'est ça. Ouais. Puis d'une activation mastocytaire, donc on va pas décrire exactement ce que c'est, mais en tout cas je crois que ça te fait arrêter le traitement, tellement ces effets secondaires-là sont importants et invalidants et te font énormément souffrir. Oui, donc la réaction de Jarisch-Herxheimer, elle est beaucoup plus couramment appelée HERX. On comprend pourquoi. Oui. Donc on peut dire HERX. Et donc du coup, voilà. Alors il faut savoir qu'avec la maladie de Lyme, le problème c'est que quand on attaque les bactéries, en mourant, elles libèrent des toxines. Et ces toxines créent elles-mêmes les symptômes. Donc, quand on veut s'en sortir, quand on est à un stade avancé comme le mien, il faut pouvoir savoir passer par une période où si le traitement fonctionne, les symptômes peuvent vraiment s'amplifier. Donc il faut faire attention quand même parce que ça peut être dangereux, hein. Faut pas aller jusqu'à la mort, faut savoir doser, s'arrêter. Voilà.
Et donc oui, voilà, j'ai fini par faire donc assez rapidement une réaction de Herx qui fait que j'ai dû vraiment arrêter très rapidement le traitement avant que ça tourne mal. Dépende. Oui, exactement. Ouais. Ça doit être très frustrant parce que c'est ce que tu écris. Tu dis, mais en fait, c'était à la fois très positif de voir que je réagissais aussi violemment parce que ça voulait dire que ça venait faire mourir plein de bactéries, mais en même temps, ton corps allait ne plus le supporter très rapidement. Donc, tu arrêtes le traitement. Mais c'est compliqué quand même parce que quand on va encore plus mal, ça peut être signe de Herx, mais bon, ça peut aussi être signe que ça va pas et que c'est pas ça qu'il faut faire aussi. On peut pas trop savoir finalement, mais c'est une incertitude. C'est une incertitude quand même. Bon, là, il se trouve que voilà, on a réussi à savoir que bon, c'était vraiment une réaction de Herx. Et donc voilà, oui, il a fallu que j'arrête le traitement. C'est frustrant, mais enfin, c'est pas tant sur le coup. En fait, je réfléchis pas. J'étais vraiment dans un très très sale état qui devenait vraiment dangereux pour ma vie, donc non, je réfléchis pas tellement, je suis contente de l'arrêter sur le coup, je veux dire, je pas. Oui, c'est ça. Parce que là, tu n'en pouvais plus. Non, ouais. Ça s'arrête. Ah oui. Ouais. Donc, sur la fin de ton livre, on arrive presque à la fin du livre où finalement tu vas quand même un petit peu mieux grâce à tout ce que tu décris, les antiparasitaires, les antifongiques, le traitement antipaludéen, voilà, plein de choses diverses et variées qui font que tu vas un petit peu mieux. Et lorsqu'on se rencontre, je te demande évidemment comment tu vas, et là tu peux me dire que l'après, en fait, lorsque l'histoire se termine pour ton livre, finalement le plus dur a commencé derrière. Est-ce que tu peux revenir sur cette période-là que je vais découvrir en même temps que toi, puisque ton livre s'était arrêté. Mais qu'est-ce qui se passe après, finalement? Ta fille, là, est en crèche. Tu as eu des aides à domicile, tu dis, qui t'ont bien soutenu pendant cette période-là pour t'aider à t'occuper de ta fille et que je salue. Oui. Donc en fait, non, enfin, tous ces traitements n'ont pas vraiment, c'est pas vraiment les antipaludéens, les antiparasitaires, etc. qui m'ont aidé. Mais de mon côté, j'ai fait donc toutes ces années énormément de recherches. Bon, j'étais alitée, j'avais que ça à faire et puis beaucoup d'espoir. Donc c'est plutôt voilà, j'ai énormément appris sur le corps humain, sur la maladie. Et donc j'ai pris beaucoup de choses, de compléments alimentaires qui soutiennent l'organisme de manière générale, qui soulagent les articulations, etc. Mon état ne s'améliorait pas forcément pour autant non plus. Faut savoir que j'ai perdu 15 kilos aussi pendant cette période, que je n'ai toujours pas pu reprendre au jour d'aujourd'hui. Donc je suis très maigre. J'allais pas vraiment mieux. Mon état s'est même a continué d'empirer en fait, malgré tout ça. Difficile de savoir si ça aurait pu être pire si j'avais pas pris tout ça. Il y a peut-être quand même des choses qui me faisaient du bien. Et puis j'avais une alimentation ultra saine. Voilà, je faisais des jus de légumes tout au long de la journée. J'ai mis en place beaucoup de choses. De l'hyperthermie aussi avec un sauna. J'ai essayé plein de choses. Mon état quand même continuait à se dégrader, celui de ma fille aussi. Ma fille, quand elle a été diagnostiquée, on a essayé quelques traitements, mais qu'elle a pas supporté. Elle a elle-même fait une réaction de Herx, et elle était petite, donc voilà, on n'a pas insisté. Et puis donc l'état de ma fille s'est aggravé en termes de symptômes. Elle a eu beaucoup d'autres symptômes qui la faisaient vraiment souffrir au quotidien, jusqu'au jour où avec mes recherches, je suis tombée sur l'argent colloïdal. J'ai découvert ce remède qu'on utilisait avant-guerre plutôt, avant l'apparition des antibiotiques chimiques. Donc ce sont des particules d'argent en fait dans de l'eau. Ça peut paraître étrange, moi aussi. J'étais voilà, tout ça me paraissait très étrange, mais bon, quand on est désespéré, on essaie tout et on fait bien des fois. Et voilà, finalement, il y a 2 ans et demi de ça, j'ai commencé un traitement donc de moi-même à l'argent colloïdal 3 fois par jour, et en interne normalement. Bon, c'est uniquement en externe. L'usage réglementé en France. Oui, en France, parce que dans les pays à côté, pas du tout. Donc tu t'es automédiquée, parce qu'en France,
on n'a pas ce protocole-là mis en place, ouais. mais tu avais quand même le regard d'autres pays qui le mettaient en place, donc tu n'y allais pas non plus complètement à l'aveugle. Non, et puis j'ai fait énormément de recherches, j'ai trouvé énormément de malades qui s'étaient soignés avec ça et qui allaient beaucoup mieux, donc c'était plein d'espoir. Bon, comme tant d'autres choses que j'ai essayé auparavant mais qui n'avaient pas fonctionné, mais voilà, fallait continuer à essayer. Et là ça a été un miracle. Donc j'ai refait très rapidement une réaction de Herx, mais bon, donc qui était plutôt bon signe. Et puis j'ai arrêté, j'ai repris très progressivement jusqu'à réussir à supporter les Herx. Et puis je suis très vite allée de mieux en mieux. En quelques semaines, je commençais à beaucoup mieux marcher, à aller vraiment de mieux en mieux. Et l'argent colloïdal, on s'en servait donc avant les antibiotiques chimiques, on s'en servait comme antibiotique. Ça a l'effet de antibiotique, antiviral, antiparasitaire, antifongique, anti-tout, mais pas anti-vie comme les antibiotiques. Pour le coup, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc okay. Voilà. Alors on dit sur Internet, si on fait des recherches, tout de suite on va trouver un vieil homme tout bleu aux États-Unis qui a bu 15 litres d'argent colloïdal par jour et donc on dit que c'est dangereux. Non, il faut pas en boire 15 litres par jour. Sans ça, c'est pas dangereux. Et voilà. En tout cas, pour toi, ça a eu un effet vraiment, tu le dis, miraculeux. Miraculeux. Donc voilà, ça c'est pas pour tous les malades, ça fonctionne pas sur tout le monde, mais sur moi, ça a eu un effet vraiment miraculeux. Donc j'en prends encore aujourd'hui, je me soigne encore qu'à ça. Et j'arrive à maintenir un état beaucoup mieux, même si je garde encore énormément de symptômes handicapants quand même, qui m'empêchent encore de travailler aujourd'hui. Mais voilà, les douleurs se sont vraiment énormément atténuées, donc je reviens à moitié. Voilà. Et ta fille, du coup, elle c'est le même traitement qui a marché pour elle ? Non, ma fille, à l'âge de 4 ans, on a trouvé une homéopathe. Alors je connaissais pas du tout l'homéopathie, j'avais quelques doutes là-dessus, ne connaissant pas. Et puis pour surtout une pathologie aussi lourde, je me disais que c'était pas forcément le plus adapté. Et en fait, on a trouvé une homéopathe très réputée, hein, des gens qui se déplacent de très loin pour la voir. Et donc, elle a testé des traitements allopathiques sur notre fille, plusieurs pendant quelques mois. Et au bout de 4 à 6 mois, elle a commencé à lui donner un traitement homéopathique qu'on ne trouve pas en France. Qu'on ne trouve nulle part d'ailleurs, hein. J'ai beau taper même le nom sur internet, je ne peux pas m'en procurer. Elle ramenait ça directement de son pays d'origine, et elle donnait ça directement au cabinet à ma fille. Et en l'espace de quelques mois, ça a été un vrai miracle. On a changé de petite fille, c'est dingue parce que on s'est rendu compte que même au niveau du caractère, en fait les souffrances qu'elle vivait, qu'elle avait du mal à encore exprimer à cet âge-là, faisait qu'elle était beaucoup plus colérique, stressée, pas bien. Et on a changé de petite fille en l'espace de quelques mois. Les douleurs se sont complètement effacées, tous ces symptômes. Et elle est devenue beaucoup plus calme, joyeuse. Quand elle courait avant, elle était très vite essoufflée. Elle avait du mal à suivre. Et là, elle courait pleine de vie. Enfin, c'était un miracle qui perdure encore aujourd'hui, même si depuis là, ces dernières années, il y a quelques symptômes qui reviennent quand même par poussée de temps en temps. Elle ne prend plus le traitement homéopathique, du coup ? Et non, parce que malheureusement, cette médecin a arrêté de pratiquer. À cause des traitements qu'elle donnait ou pas du tout ? Non, pas du tout. Non. Pour ces raisons personnelles, et elle peut plus bénéficier de ce traitement. Et bon. Mais ça va bien quand même. Elle est pleine de vie, ça va très bien. Voilà, il y a juste quelques symptômes encore de temps en temps qui nous embêtent, mais rien de grave. Bon, ça c'est quand même une super belle nouvelle. Oui. Et justement là, dans ton livre, tu parles beaucoup de ce que tu appelles même une chasse aux sorcières, des médecins qui essayent pour aider leurs patients de sortir du protocole, qui est actuellement le seul mis en place en France. Donc le traitement par Roséphine, 3 semaines quand on a la maladie de Lyme, et qu'ils sont parfois radiés
carrément. Hein. Ils ne peuvent plus exercer leur métier parce qu'ils sont sortis de ce protocole-là, en prescrivant, par exemple, des antibiotiques à haute dose pendant de longs mois. Je trouve que c'est vraiment terrible d'entendre ça quand on sait que ça a pu aider vraiment beaucoup les patients. Tu dis que lors des procès qu'il peut y avoir, les enquêtes montrent que les patients vont mieux grâce au traitement qu'ils ont osé mettre en place. Donc alors il faut savoir que dans le protocole, les 3 semaines de Rocephin peuvent être renouvelables. Et moi-même, on me les avait renouvelées en intraveineuse pendant un moment. Donc j'avais quand même reçu cette deuxième étape du traitement, mais voilà, qui m'avait pas fait de bien du tout. C'est à ce moment-là que j'ai perdu 15 kilos, dans lequel j'ai fait un HERX, où ma vie commençait à en dépendre. Il a fallu très vite arrêter encore une fois. Mais il y a certains malades qui supportent mieux ce traitement, et qui effectivement, avec des antibiothérapies plus longues, que ce soit de la Rocephin ou autre, souvent on peut associer deux antibiotiques qui fonctionnent aussi très bien sur Lyme pour beaucoup de malades, mais c'est au long cours effectivement, c'est beaucoup plus que 3 semaines, et les malades ils réagissent, une partie des malades ils réagissent très bien et de façon durable. Donc effectivement il y a des médecins qui sortent du protocole en vigueur pour soigner les malades, donc toujours ces mêmes médecins qui se sont spécialisés dans la maladie discrètement, parce que ils vont en dehors des codes, et toujours parce qu'ils sont touchés personnellement en réalité derrière. Donc oui, il y a une vraie chasse aux sorcières envers ces médecins-là. L'ordre des médecins qui les embête, ou même qui leur interdit d'exercer. C'est pas normal, surtout tant que y a pas de recherche, et tant que nous malades en tout cas on sait que les tests ne sont pas fiables du tout, et que le fait de rentrer dans une errance thérapeutique crée la chronologie la chronicité. La chronicité, pardon. D'accord, je me disais qu'il y avait un problème. La chronicité de cette maladie. Du coup, on disait qu'en Allemagne, ils ont un test qui permet de dépister la maladie de Lyme de manière beaucoup plus précise. Est-ce que eux, ils ont des protocoles? Est-ce qu'ils ont été plus loin dans la recherche? En tout cas, est-ce que tu as cette connaissance-là de quel traitement ils proposent? Parce que s'ils le dépistent, on peut imaginer que derrière, il y a une prise en charge thérapeutique plus adaptée qu'en France. Oui. J'ai eu la chance d'ailleurs indirectement de suivre un de leurs traitements. Donc oui, ils ont des traitements beaucoup plus poussés, beaucoup plus aboutis. Oui, qui aboutissent en tout cas pour beaucoup de malades. Et moi j'ai eu la chance d'avoir justement ma médecin traitante à l'époque où j'avais fait mon coming out, où j'avais dit toutes mes souffrances, a pris le risque, donc illégal, de me prescrire le traitement allemand que j'avais réussi à avoir via un contact, des antibiotiques, des antiparasitaires, il y avait pas mal de traitements, c'était des traitements allopathiques, soutenus par beaucoup de compléments alimentaires pour soutenir l'organisme et à supporter tout ça. Et donc c'était remboursé pour les traitements allopathiques en France quand même, puisque c'est des traitements qu'on utilise mais pour d'autres pathologies. Par contre j'en avais pour pas loin de 500 € de tout ce qui était à côté pour pouvoir supporter le traitement, ou même d'autres choses à côté qui agissaient elles-mêmes contre la maladie, mais qui n'étaient pas remboursées. Le désespoir dans lequel tu te trouvais et face au fait qu'il n'y avait pas de solution pour toi en France, t'as poussé à prendre ce risque-là. Il valait mieux, j'ai l'impression en t'écoutant, prendre ce risque-là et espérer guérir, que continuer de souffrir comme tu pouvais souffrir. Et c'est terrible aujourd'hui de voir dans le pays dans lequel on est, où malgré tout, alors quand on t'écoute, c'est choquant, je trouve, et de voir où en est le système de santé français par rapport à la maladie de Lyme. Somme toute, on a quand même de la chance en France d'être soigné comme on l'est, d'avoir le système que l'on a par rapport à tant d'autres pays qui n'ont pas ce système de santé-là. On a quand même beaucoup de chance. À mon niveau, je vois que le traitement que je prends coûte très cher et est entièrement pris en charge par la sécurité sociale. Donc on a malgré tout beaucoup de chance, et quand on voit où on en est par rapport à la maladie de Lyme, je trouve qu'il y a un gouffre, qu'il y a un vrai gouffre, et qu'il y a un vrai problème de santé publique par rapport à cette pathologie-là, de se dire pourquoi on a
tant avancé sur certaines pathologies. Tout à l'heure, on discutait par exemple du sida, de voir les moyens qui ont été déployés, et aujourd'hui les traitements que l'on a trouvés, les traitements préventifs même, c'est une avancée absolument incroyable. Ouais. Et si de l'argent finalement était engagé dans la recherche par rapport à cette pathologie-là, ou même tirer avantage des recherches qui ont été faites outre-Atlantique, par exemple aux États-Unis, ou même en Allemagne, on est vraiment... c'est un pays qui fait partie de l'Europe. Donc si on apprenait de ces pays-là, on gagnerait un temps incroyable et la prise en charge des malades serait significativement différente. En France, on est particulièrement en retard comparé à tous les pays européens autour de nous, pas que l'Allemagne. Même si l'Allemagne est encore plus avancée que les autres parce que c'était une zone vraiment endémique où il y avait beaucoup de tiques. Mais oui, comme donc tu l'avais souligné avant, donc il y a des procès en cours contre l'État, contre le CNR, donc le Centre national de référence qui existe pour chaque maladie, donc le Centre national de référence de la maladie de Lyme, où il y a des liens d'intérêt qui sont en train d'être prouvés avec les laboratoires pharmaceutiques notamment qui vendent les tests ELISA qui sont pas fiables. Voilà, effectivement, il y a aucun budget pour la recherche sur cette maladie en France, alors que c'est une maladie émergente qui touche de plus en plus de personnes. Avant, il y avait essentiellement des tiques dans l'est de la France. Maintenant, il y en a absolument partout. Avant, c'était essentiellement dans les forêts. Maintenant, c'est même dans les jardins privés en ville. Donc, il y a de plus en plus de tiques, mais en plus des tiques porteuses. Et en plus il y a de plus en plus de tiques, et en plus, dans les tiques, il y a de plus en plus de tiques porteuses de la Borrelia, Babesia, Bartonella, etc. Le nombre de malades officiellement recensés en France est complètement dérisoire par rapport à la réalité sur le terrain qu'on peut constater avec les associations de malades. Et par rapport aux chiffres, par exemple, qu'enregistre l'Allemagne, dans ton livre, alors il faudrait voir les chiffres actuels, parce que ton livre remonte à quelques années maintenant, mais il y avait vraiment une différence incroyable. Et c'était un peu de dire, finalement, ça ne passe pas la frontière. C'est comme Tchernobyl. Exactement. Ça. Voilà, c'est ça, c'est vraiment scandale, c'est un scandale. C'est un vrai scandale sanitaire parce que elle est encore considérée officiellement comme rare en France. Alors déjà, pour qu'une maladie soit rare, il faut qu'il y ait moins de 5000 cas. Officiellement, il y en a quand même plus qui sont recensés en France, mais la réalité est 100 fois plus élevée au moins. Ouais. Et puis en plus, c'est dans les personnes diagnostiquées, parce que les tests ne sont pas fiables. Tout à fait. Voilà. Et en plus, ce que tu écris dans ton livre, c'est que l'une des médecins explique que le coût serait 35 fois moins élevé si on arrivait à diagnostiquer précocement les malades et à les traiter, que de ne pas le faire et de voir ces malades passer le stade 1 au stade 2, puis au stade 3, s'installer dans un Lyme chronique, donc avec une pathologie chronique, avec tout ce que ça engendre en termes d'incapacité de travailler, en termes de handicap, en termes de traitement, avec toutes les pathologies qui arrivent au-delà de Lyme. Tu disais que ça donne finalement presque des co-infections parce qu'on a un système immunitaire qui est moins bon, donc on déclare plus de pathologies qui vont amener à des traitements qui, eux, sont remboursés par la sécurité sociale. Donc finalement, on prend le problème à l'inverse. Et aujourd'hui, même si peut-être certains tests seraient plus onéreux au départ, ils pourraient engager une vraie économie pour la France parce que les gens seraient traités et soignés dans la majorité des cas. Exactement, ça éviterait aussi, il faut en parler, énormément de suicides au quotidien. C'est énorme, le nombre de suicides de malades de Lyme. C'est une maladie qui est très difficile à supporter. Malgré tout, ces dernières années, il y a eu quelques petites avancées qu'il est important quand même de noter, comme par exemple quelques campagnes publicitaires sur l'association avec les morsures de tiques et la maladie de Lyme, sur le fait de comment les retirer. Il y a eu quelques informations là-dessus, donc c'est une petite avancée, c'est vraiment dérisoire par rapport à l'ampleur de la tâche, mais voilà, il y a eu une petite avancée. Oui, donc oui, effectivement, il y a eu des efforts de fait ces dernières années. Il y a eu des campagnes effectivement publicitaires et des panneaux qui ont été mis aux abords des forêts pour prévenir du danger des tiques, de faire attention. Donc ça, c'est quand même une avancée en termes d'information pour le public. C'est quand même très très important. Et c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, malheureusement, parce qu'il y a de plus en plus de malades et il y en aura de plus en plus encore, puisqu'il y aura de plus en plus de tiques. Donc c'est loin d'être suffisant. Effectivement, ça permet aussi, les médecins en parlent aussi de plus en plus.
puisqu'ils y sont de plus en plus confrontés. Donc ça, c'est quand même bien. C'est vrai que moi, il y a 20 ans, par exemple, les médecins reconnaissaient à peine un érythème migrant. Aujourd'hui, la plupart des médecins sont plus à même de reconnaître un érythème migrant, mais ça reste... il reste vraiment un manque d'information quand même au niveau des médecins aussi, qui dans leur cursus apprennent très rapidement que la maladie de Lyme, ce n'est pas grave, ça se soigne en 3 semaines et terminé, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc ça reste vraiment largement insuffisant au niveau de la formation des médecins, de la connaissance des médecins. Malgré tout, si on reprend tout le problème de cette reconnaissance en France de la maladie de Lyme, c'est qu'aujourd'hui, la maladie de Lyme chronique ne rentre dans aucune case et n'est pas reconnue en France. Par exemple, ça ne déclenche pas la prise en charge ALD de la sécurité sociale, qui est l'affection de longue durée, qui permet que tous les traitements pris par rapport à la pathologie soient pris en charge. Donc ça, c'est un vrai problème déjà financier pour être bien traité, mais aussi au niveau des démarches de la MDPH, puisqu'il est de plus en plus difficile d'être reconnu par exemple porteur de ce handicap-là lié à la maladie de Lyme, parce que la maladie chronique n'est pas reconnue. Voilà, pour eux, c'est une maladie furtive, entre guillemets, quoi, puisque ça se traite en soi-disant 3 semaines d'antibiotiques. Les Lyme chroniques, faute de diagnostic fiable et de méconnaissance des médecins, peuvent très très difficilement être connus par la MDPH, donc la Maison des personnes handicapées, et donc pouvoir, si elle en vient à être handicapante au point de ne plus pouvoir travailler, ce qui est mon cas, voilà, la reconnaissance est importante, et dans la plupart des cas, les malades ne peuvent pas être reconnus puisque la case Lyme n'existe pas. C'est très compliqué aujourd'hui pour un malade de se faire reconnaître par la MDPH. C'est un long combat que j'ai mené et que j'ai gagné, mais j'ai une chance, c'est vraiment une grande chance que j'ai, que la plupart des malades n'ont pas. Mais du coup, ce qui est terrible, c'est que déjà la maladie est un vrai combat au quotidien, et ça demande aux malades de mener un deuxième combat, qui est la reconnaissance par l'administration, et c'est énormément d'énergie dépensée, et aussi beaucoup de soucis, parce qu'on n'est jamais sûr du résultat, et donc cette reconnaissance officielle, déjà permettrait qu'il n'y ait plus ce combat-là à mener, et pouvoir se concentrer sur sa santé. C'est encore plus qu'un double combat, puisque c'est donc le combat de la maladie, des symptômes physiques qui sont vraiment très très éprouvants, et au-delà de ça, le combat au niveau moral et émotionnel, parce que pour déjà qu'on reconnaisse que c'est cette maladie, surtout dans l'entourage, ça c'est très compliqué à vivre quand l'entourage du coup ne vous croit pas quelque part alors que vous souffrez vraiment le martyre. Puis ensuite effectivement vient la reconnaissance au niveau administratif aussi, quoi. Donc c'est un triple ou je ne sais pas combien de combats à la fois, et puis tout est lié, parce qu'à partir du moment où les médecins diagnostiquent la maladie, du coup voilà, il reste encore le combat administratif, mais déjà le combat envers les proches autour s'arrête aussi à partir du moment où on est diagnostiqué, et ça c'est un combat qui est vraiment très compliqué à mener. La non-reconnaissance de ce qu'on vit par nos proches, c'est sûrement peut-être le combat le plus difficile, malgré le combat physique qui serait insupportable à la plupart des personnes si elles imaginaient ce que c'est. C'est vrai que le soutien des proches est une part très très importante dans le combat physique finalement. Ouais. Et quand le moral va mieux, on le sait bien, que ça joue aussi sur notre capacité à supporter les maux physiques. C'est sûr. Et donc tu as raison de le souligner que... Le déni des proches est un des combats certainement les plus difficiles moralement, quoi, en fait. C'est ça. En fait, la reconnaissance médicale est le point de départ de tout. Oui. D'une prise en charge thérapeutique adaptée, d'une reconnaissance de la part de notre entourage, et d'une reconnaissance de l'administration qui nous permet de mieux vivre dans la majorité des cas. Exactement, mais donc voilà, même aujourd'hui, malgré la reconnaissance au niveau médical et donc des proches, en termes d'administration, c'est encore compliqué quand même. Donc le combat continue. Le combat continue toujours. Aujourd'hui, comment tu vas ? Je vais beaucoup mieux. Il me reste encore vraiment la fatigue chronique qui est très compliquée au quotidien, mais les symptômes cognitifs aussi, donc
du mal à trouver mes mots, la mémoire, l'attention, tout ça c'est compliqué. J'ai encore des douleurs articulaires, musculaires, neurologiques. Quand la maladie est chronique depuis un moment, on peut aussi développer une immunodéficience, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les malades, mais qui est mon cas à moi. Ça fait vraiment partie de mes soucis de santé importants, puisqu'au moindre virus ou quoi que ce soit qui passe, dans mon cas, ça dégénère. Et voilà, notamment, j'ai pu faire plusieurs septicémies, j'ai fait une pneumonie, je fais régulièrement des pneumopathies. Voilà, ça fait partie aussi de mes symptômes au quotidien qui sont compliqués à gérer. Mais rien à voir avec il y a encore quelques années, avant le traitement que je poursuis toujours à l'heure actuelle. Ce qu'il faut souligner, je pense, ce qui est important de dire, et tu le notes à un moment donné dans ton livre, c'est que notre échelle de douleur est très personnelle. Entre une personne et une autre, on ne réagit pas tous à la même... Il y a une question d'habitude aussi. Voilà, on ne réagit pas tous à la douleur de la même manière, voilà. Mais toi, là aujourd'hui, ce que tu nous dis, c'est avec tout le vécu que tu as traversé. Et il faut le garder en tête. Quand tu nous dis aujourd'hui je vais beaucoup mieux, peut-être quelqu'un qui passerait de son état normal à l'état dans lequel tu vis aujourd'hui, te dirait pas je vais plutôt bien. Te dirait c'est terrible ce que je suis en train de vivre. Donc il faut aussi remettre les choses dans son contexte et ne pas oublier que tu es passé par des souffrances certes bien plus importantes que celles d'aujourd'hui. Oui. Voilà, ne pas oublier d'où tu viens bien sûr, mais... Ouais, voilà. Puis bon, apparemment, d'après les médecins, je suis particulièrement peu sensible à la douleur. C'est peut-être aussi une question d'habitude. Après, c'est sûr qu'on s'habitue à tout et on devient toujours plus tolérant à la douleur quand on connaît des douleurs bien plus grandes, effectivement. Mais oui, ça, je me le dis souvent. Si la personne en face pouvait se mettre dans mon corps pendant 2 secondes, comprendrait que, je pense, trouverait ça invivable, en fait. Après, je donne bien le change parce que je suis quelqu'un d'assez combative et joyeuse et toujours souriante. Donc autour de moi, voilà, les gens se rendent pas forcément compte. Aujourd'hui, ça se voit pas plus forcément que je suis malade. Et surtout que tu le dis très bien dans ton livre, tu dis finalement, quand je ne vais pas bien, je ne sors pas et je ne suis pas vue. Bah oui. Et je suis vue dans les, entre guillemets, meilleurs moments. Exactement. Et il y a que les très très proches dans l'entourage qui vont peut-être me voir vivre ces moments de grande souffrance. Mais effectivement, c'est ce qu'on appelle les maladies invisibles, le handicap invisible, qui en même temps permet de ne pas avoir une étiquette collée sur soi quand on sort, mais en même temps ne permet pas aux autres de comprendre et même d'imaginer. Et même avant d'imaginer. De comprendre. Ah c'est sûr. Même la plupart de mes amis aujourd'hui sont hyper loin d'imaginer. Ils savent que j'ai une maladie de Lyme, mais ils m'ont jamais vu dans mes moments de souffrance qui sont encore là aujourd'hui. Et ils imaginent pas du tout. Pour eux, c'est la Maria toujours joviale, pleine de vie, souriante. Voilà. Ouais. Ils connaissent pas du tout cette autre facette malheureuse de moi, quoi. Que je montre pas non plus après. Il y a des associations dont tu vas parler? Bon, il y a 3 grosses associations, les 3 plus grosses associations. Donc, il y a Le Droit de Guérir, il y a France Lyme et Lyme Sans Frontières. Voilà, vers lesquelles on peut se tourner si on a un doute, si on s'est fait piquer par une tique et si on a un doute sur des symptômes. Ces associations-là, toi, t'ont aidé dans ton parcours? Oui, beaucoup. Alors, déjà, c'est elle qui m'avait fait parvenir les coordonnées du premier médecin spécialisé que j'ai vu en Alsace. Et puis après, le soutien. Et puis moi, je me suis beaucoup engagée auprès d'eux pour aussi moi-même ensuite soutenir les malades et puis dénoncer tout ce qui est aberrant en rapport avec cette maladie et ce scandale sanitaire en réalité. Ces associations-là sont en lutte justement d'un point de vue de la justice ou ce n'est pas le cas? Oui. Il y a eu énormément de plaintes déposées de la part de ces associations et de la part des malades. Moi-même, je fais partie d'une plainte contre l'État. Donc de mon côté, il y a un collectif, il y a 2 avocats qui se sont spécialisés dans ce combat. L'Imaction. Il y a des plaintes contre l'État et contre le Centre national de référence, plaintes en civil et plaintes en pénal. D'accord. Qui sont en cours toujours depuis quelques années.
Mais oui. On sait que la justice prend du temps. Oui. Pour faire avancer les choses, faire bouger les lignes. Ouais. C'est un long combat. Et j'espère vraiment que aujourd'hui, cet enregistrement va aider dans ce combat et va apporter une pierre à l'édifice, si on peut dire. Alors c'est peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas j'espère vraiment que ce sera une pierre de plus dans le combat pour que les choses bougent enfin en France. J'espère aussi, et c'est pour ça que je participe à tes côtés, que je te soutiens et que je te remercie. Et voilà, ouais, j'espère qu'on y arrivera, et puis voilà, même au-delà de ça, entendre notre échange peut aider certaines personnes qui sont en errance thérapeutique et qui se demandent par rapport à leurs symptômes. Et peut-être tout simplement que des personnes avec un test ELISA négatif, en t'écoutant, ne vont pas attendre 10, 15 ans avant de continuer de creuser cette piste-là, mais vont tout de suite repartir à l'assaut, et ce sera peut-être pas trop tard pour eux, ou en tout cas ils en seront peut-être qu'au stade 2, et tout ce qui est gagné est gagné. Et donc voilà, c'est vraiment l'espoir aussi au travers de ton témoignage. C'est vraiment de faire évoluer les mentalités, bien sûr, mais aussi de faire de la prévention avec les morsures de tiques, et de dire attention, il y a un vrai danger. Voilà. J'ai écrit un livre du coup sur le sujet, mais j'étais assez visible justement via les associations. Donc il y a un éditeur, First Edition, qui m'a proposé d'écrire un livre qui s'appelle Un chemin d'herbes et de ronces, qui dénonce tout ça, et qui explique surtout les symptômes, les tests qui sont peu fiables, afin même si pareil, sans prétention, ça n'est peut-être pas grand monde qui mais si ça peut aider certaines personnes à ne pas tomber dans autant d'errance que je l'ai été moi, et dans ce que je constate autour de moi dans les malades de Lyme, j'ai l'impression en gros, sans faire de généralité, mais que dans les 5 ans qui suivent le début des symptômes, il y a beaucoup plus d'espoir de s'en sortir qu'à mon stade. Est-ce que, avant qu'on termine, il y a une dernière chose peut-être que tu aimerais dire aux personnes qui ont la maladie de Lyme ou qui suspecteraient une maladie de Lyme ? Eh bien, rapprochez-vous des associations de malades et des malades. Et puis, force, courage et honneur. Battez-vous, ça peut vraiment valoir le coup, et je leur souhaite la guérison, évidemment, et au moins d'aller mieux, ou une rémission. Merci beaucoup, Maria. Merci pour le temps que tu m'as donné, et pour ton sourire malgré tout ce que tu traverses. Merci beaucoup. Et je suis ravie d'avoir reçu ton témoignage. Écoute, je suis ravie aussi de t'avoir rencontré. Je te remercie d'avoir eu cette belle idée, et d'avoir lancé ce projet, et de le faire mener à terme comme tu le fais, et je suis ravie de cet échange, et merci beaucoup à toi de participer à dénoncer tout ça, et donc à aider aussi certaines personnes à ne pas tomber dans de trop longues errances thérapeutiques. À très bientôt. Avec plaisir. Cet épisode me tenait particulièrement à cœur, tant le combat de Maria m'a touchée et a été salvateur dans mon propre parcours. Il était pour moi primordial de parler de cette maladie encore si mal connue et reconnue, qui fait tant de dégâts chez les personnes qui la contractent. Maria, merci pour avoir partagé une nouvelle fois ton histoire. Bravo pour ton courage, ta ténacité et ton sourire communicatif. Tu es une vraie battante. Tu fais partie de ces rencontres qui marquent. Elle m'a fait me sentir moins seule dans ce que je peux vivre au quotidien, et j'espère sincèrement qu'il en sera de même pour toutes les personnes qui écouteront ton témoignage.